Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au sein de Génération Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver et de vous accueillir au corps de notre collectif pendant 1 heure sur le 101.5. Comme tous les 15 jours, nous recevons des acteurs et actrices du sport du Maine-et-Loire. Et ce soir, nous sommes accompagnés de Pierre-Élie Broussac et de Thomas Mourette qui viennent nous parler et présenter le documentaire qui est présent donc sur YouTube, notamment sur la montée en pré-nationale de l'équipe première féminine de l'Union Saumur Douai Handball. Bonsoir à vous, messieurs. Vous êtes ici, chez vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Eh ben écoute, on va pouvoir lancer l'interview dans quelques instants. On reste sur du handball avec toi, Amaury, avec d'autres résultats, avec une montée qui s'était jouée l'année dernière, en fin de saison dernière, et avec un magnifique documentaire. Mais ça, je te laisse en parler, Amaury. Et oui, donc une interview de l'USDH, l'Union Saumur Douai Handball, un club récent, très récent même, car il est né de la fusion de 2 clubs, le RC Douai Handball et le Saumur Handball, eux bien plus anciens. Donc fusion qui a lieu en 2019, mais qui a été précédée par une entente sur certains effectifs dès 2016. Expliquez-nous pourquoi cette fusion, pourquoi cette union entre les 2 clubs. Je vais te laisser parler, Champi, là-dessus. Je pense que tu sauras plus répondre que moi. Alors cette union, comme tu l'as dit, d'abord ça a été une entente. Ça a été une entente d'abord chez les filles, parce qu'on avait tout intérêt en fait à travailler ensemble. Si on voulait à un moment donné garder les niveaux de jeu, si on voulait même continuer à évoluer, il fallait qu'on mutualise nos moyens, il fallait qu'on mutualise nos forces. Et on est à 15 minutes de la porte de la salle à l'autre porte de la salle, donc en fait on était plus que des voisins. Donc c'était quelque chose d'assez logique, même si ça a été très compliqué, parce que ça a été longtemps un derby. Ça n'a jamais été agréable, ces matchs-là dans le passé. L'ayant connu moi en étant jeune, mais vous aussi, je crois. Ouais, nous aussi c'était une grosse rivalité contre Amaury, on n'était pas copains à l'époque. Oh, t'as rarement gagné. Mais je pense que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont encore là, tout le monde a compris que c'était dans l'intérêt de tout le monde en fait de s'unir et de créer ce club. Et puis je pense que maintenant les résultats commencent à parler et c'était la bonne chose à faire. C'est d'ailleurs là où je voulais en venir. Comment ça a été accueilli aussi, cette fusion au début entre les 2 clubs, par les membres du club de chacun? On sait que des fois, via la rivalité qu'il y avait, ça a peut-être pu être compliqué. Alors il y a forcément eu des gens qui étaient pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui l'ont exprimé, il y en a d'autres qui sont partis. Il y avait aussi beaucoup de monde qui était d'accord aussi avec ça, et ces gens-là sont encore là. Quand on voit la première saison, quand on fait l'Union, on est un des plus gros clubs de la région. On a derrière le SCO, on est juste derrière. Ouais, on est à plus de 400 licenciés. Au fur et à mesure, donc il y a eu le Covid au milieu de tout ça, mais au fur et à mesure, il y a du monde qui est parti, parce que forcément il y avait des gens qui s'y retrouvaient pas non plus. Pardon, j'ai oublié. J'ai perdu le fil. C'était par rapport à est-ce qu'on s'entendait bien, etc. Déjà, nous, notre côté, ça l'a fait en tant que jeune, mais après, j'ai pas eu le recul, moi, du côté des seniors, comment ça s'est passé à l'époque. Vous, de l'autre côté, quand vous avez vu ça, d'un point de vue dirigeant, ça s'est passé comment? Les dirigeants, tout le monde avait compris, en fait, l'intérêt de le faire. Donc, je pense que ça s'est fait assez facilement. Chez les seniors, il y a eu forcément un peu de réticence, parce que c'est des gens qui ont vécu dans l'ambiance derby, etc. Mais au final, tout le monde aussi, je pense, c'est mon point de vue, mais tout le monde comprenait qu'il y avait quand même un intérêt à ce qu'on bosse ensemble, quoi. Le mot est important aussi, de se dire fusion, union. Peut-être que union, ça passait un peu mieux toujours de se dire que fusion, c'est-à-dire qu'il y a toujours un qui va avaler l'autre, alors qu'une union, on va dire qu'on va travailler ensemble. C'est ça, je pense que c'est plus facilement c'est peut-être plus facile à faire passer entre guillemets la pilule pour certains ou certaines. C'est vrai. Mais après, en termes d'infrastructure, ça vous a changé quand même la vie pour le club, cette union du coup. Alors ça a été d'abord ça a été très bien, parce qu'on mutualisait vraiment tous nos moyens. Donc la plupart des collectifs avaient 2 créneaux à Douai, 2 créneaux à Saumur, et puis en fait au fur et à mesure on a mis comme règle d'or de se dire chaque équipe a un créneau à Saumur, un créneau à Douai. Et au final, on a fini par lâcher quelques créneaux par-ci par-là, et on se fait manger année après année. Et encore cette année, c'est souvent source de conflit avec les municipalités, parce que on se fait manger des créneaux, parce que oui, on est à la moitié à Saumur, à moitié à Douai. Donc les autres sports ont aussi besoin, et c'est tout à fait normal. Et donc
comment dire, on se retrouve avec on se retrouve quand même avec plus de volume de créneaux d'entraînement que si on était tout seul, mais on se retrouve avec moins que quand on était 2 clubs séparés, ça c'est sûr. Tout à l'heure, tu parlais du nombre de licenciés. Ouais. Au niveau du bassin Saumurois, Douessin, il y a une vraie demande au niveau du handball quand même. Oui, je pense. On a quand même un gros club. Hein. On est à 300 licenciés. C'est vraiment pas mal. On a aussi la chance de pouvoir toucher les écoles des bassins, aller dans les écoles, on a un gros tournoi en fin d'année où on attire vraiment beaucoup de monde. Et je pense qu'on rayonne quand même pas mal dans notre bassin et on a quand même un bassin assez important. On n'a pas trop de clubs proches. Donc, je pense qu'on attire quand même pas mal de monde, ouais. Après, le handball est toujours un sport assez populaire dans tous les cas et assez facile à pratiquer par le plus grand nombre dans les écoles, comme tu le disais, mais ça fait partie des fameux sports de préau qu'aimait beaucoup Evan Fournier à dire ce genre de choses pour faire une petite dédicace à Faustin, mais c'est vrai que le handball reste toujours un sport qui est quand même facile à effectuer, en tout cas avec peu d'infrastructures, on arrive quand même à créer quelque chose, au moins une activité, quoi. Ouais, clairement, dans les cours d'école, c'est facile à mettre en place, hein. Il suffit d'un but et même des fois même pas de piquer et puis c'est parti, quoi. Un ballon et on y va. Juste avant d'aller sur le volet sportif, on le sait dans le club, en fouillant sur le site internet, on voit qu'il y a des valeurs qui sont mises en avant. Quelles sont les valeurs principales, on va dire, au niveau du club? C'est une question piège, ça. Je te laisse y répondre, Pierre-Ali, mais question piège. Alors, les valeurs. En fait, comme on l'a dit, on est l'union de 2 clubs qui avaient des valeurs communes, mais aussi leurs particularités. Et on a réussi, je trouve, avec le temps, à garder les valeurs que avait le RC Douai et les valeurs qu'avait le Saumur Handball. Le RC Douai, tout comme Saumur, avait cette valeur assez familiale. Donc, quand on regarde les licenciés, c'est beaucoup des familles qui sont restées longtemps. Et il y avait cet esprit de compétition aussi qui était prégnant et qui avait un peu moins à Saumur, en tout cas à l'époque, et ça se comprenait dans les niveaux de jeu. Et cet esprit-là, on l'a gardé, et à Saumur, il y avait vraiment le côté convivial qui, je pense, est resté aussi. Et donc c'est vraiment la belle union je pense, des valeurs des 2 clubs qui a perduré. C'est ça. Et je pense que tout cela, on le voit dans le documentaire, mais on en parlera tout à l'heure. Une belle transition, ça. Exactement. On va passer sur le volet sportif. Donc, du coup, avec toi, qui est coach de l'équipe féminine. La saison dernière, très belle saison, avec une montée en pré-national. Ce début de saison est plutôt bon. Une bonne préparation, une première défaite au premier match, suivi de 2 victoires. Et la première défaite était contre le leader. Quel bilan on tire après 3 matchs de championnat sur ce début de saison? Pour l'instant, on est à l'aise. On est à l'aise dans le championnat. On a ce premier match qui est contre l'équipe en plus qui descend de N3. Donc c'était une première pour beaucoup de monde, hein, et même pour moi, hein, de coacher un match de pré-national. Je pense qu'on n'a pas réussi à s'exprimer comme on aurait dû sur ce match. On aurait pu faire quelque chose contre Montaigu-Junier. On perd le match sur la fin, où on manque peut-être un peu de fraîcheur pour tout le monde. Bon, je pense qu'en travaillant, le match retour sera peut-être un peu différent. On verra. Mais pour l'instant, on a des équipes qui nous posent des problèmes dans le jeu, qui nous posent des difficultés dans le jeu, mais on a les réponses à leur apporter, en fait. Donc pour l'instant, je suis assez serein. Je pense qu'on va faire une bonne saison et on va pas être ridicule, loin de là. Donc l'objectif, c'est largement le maintien, du coup. Largement, ouais, sachant qu'il y a plus qu'une descente, puisque l'équipe 3 des Neptunes a fait forfait général. Donc on est passé d'une poule de 10 à une poule de 9. Donc il y a plus qu'une seule descente. Et il y a des équipes en plus qui ont commencé le championnat avec des points de pénalité par rapport à leur CMCD. Alors c'est un grand mot pour dire que les clubs doivent participer à l'arbitrage et se développer. Donc il y a des clubs qui n'ont pas eu leur quota d'arbitre la saison passée, qui ont été pénalisés. Leur équipe a été pénalisée, donc il y a des équipes qui ont commencé avec des points négatifs.
Donc on a un petit peu d'avance et je pense pas qu'on se batte pour le maintien cette année. En regardant les premiers résultats, on voit que vous marquez peu sur les matchs, mais vous encaissez aussi encore moins la plupart du temps. Est-ce que c'est voulu d'avoir une grosse assise défensive, quitte à peut-être marquer un peu moins, ou c'est vraiment un fait de jeu sur ces premiers matchs? Alors déjà, je pense qu'on a une défense qui est un peu atypique, où on a une défense très très étagée, très haute, qui perturbe beaucoup les adversaires. Et je pense que, en tout cas, les équipes qu'on a rencontrées pour l'instant n'ont pas toujours les clés pour réussir à battre ce type de défense. Donc on prend peu de tirs. L'équipe adverse est souvent en jeu passif. Il y a beaucoup de moments où on récupère la balle là-dessus. Et on a une gardienne qui fait le taf aussi quand il faut. Et à part à Benay, où le match, donc c'était notre deuxième match, où là notre défense a été mise en échec par, ils avaient une pivot qui nous a posé des problèmes, donc on a été obligé de redescendre. Et même à partir de là, en fait, en 0-6, on a les capacités, alors que pourtant j'ai pas l'équipe la plus costaud du championnat, on a les capacités d'aller mettre les taquets quand il faut et de faire reculer la défense adverse. Donc défensivement, en fait, on est assez costaud, on met beaucoup d'énergie et on bosse beaucoup d'ailleurs notre défense, mais on met beaucoup d'énergie en défense et après on monte les ballons, on court beaucoup. On en met peu, c'est vrai. Pour l'instant, pas mal d'échecs dans les shoots, mais bon, ça va se travailler. Pas mal de pertes de balles aussi. Pourtant, on a les occasions. Et ouais. C'est peut-être aussi dû au fait qu'en face, l'équipe prend plus de temps en attaque, donc évidemment, ça ralentit le jeu clairement. Complètement. Clairement. Et est-ce que, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu aussi à combien on joue au handball ou quels sont les postes un peu clés qu'on retrouve dans une équipe? C'est vrai que j'y suis pas passé. C'est pas grave, pas. Je sais que ça tient beaucoup à cœur à Mathéo. Oui, quand il prépare ses interviews, il aime bien aussi donner les clés aux auditeurs pour savoir aussi un peu de comment se joue le handball. J'y vais du coup. Alors 6 joueuses de champ, une gardienne de but. On est 12 sur la feuille en championnat, on est 12 sur la feuille de match. En coupe, on peut être jusqu'à 14. Dans les postes, on a des ailières c'est les joueuses les plus écartées du terrain, qui sont point de corner. On a une base arrière avec 2 arrières latérales et une demi-centre. Et on a une pivot à l'intérieur de la défense. Voilà. Et quoi d'autre? Gardienne. Voilà. Et la gardienne, bien sûr, qui représente 50% de l'équipe. Et objectif, marquer plus de buts que l'adversaire. Exactement. Exactement. Le match suivant, ce sera contre Châteaubriand. Châteaubriand qui est en 3 victoires, 0 défaites. Donc j'imagine un gros match. Comment on se positionne vis-à-vis de ce match? Comment on le prépare? Est-ce que ça peut vraiment être un tournant de la saison? Alors on le prépare comme tous les matchs. On s'est dit cette année, on prend les matchs les uns après les autres et on les prépare tous sérieusement. On prend personne ni de haut et on se met la pression face à personne non plus. On le prépare un petit peu en analysant le jeu adverse. Il y a une joueuse en face qui marque beaucoup de buts, donc on va voir est-ce que c'est une pivot, est-ce que c'est une arrière. Pour l'instant, j'en sais rien. Je vais essayer de me renseigner. On adaptera forcément notre défense par rapport à ça, mais on aura les réponses, on aura la capacité de répondre sur le moment, je pense. Ensuite, le tournant, oui. Enfin, si on arrive à battre cette équipe qui est invaincue et qui est une des équipes qui a envie de monter, je pense, enfin qui prétend en tout cas à la montée. Si on arrive à battre cette équipe, on commencera à se poser des questions sur la suite de la saison. Est-ce que voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un maintien ou est-ce que c'est plus finalement? La question était juste en dessous. L'objectif, au final, il est pas vraiment déterminé. À part le fait que non, on n'est pas là que pour jouer le maintien. Il n'est pas vraiment déterminé en début de saison, cet objectif. C'est ça. On s'est dit en début de saison, on prend, comme j'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres, on se met pas la pression. Autant l'année dernière, on avait vraiment cet objectif de monter parce que ça faisait 2 saisons où à un point on montait pas. Donc il y avait une pression sur toute la saison. Là, on essaye de vraiment pas se mettre la pression. On les prend un à un, on voit ce qui se passe. Déjà à la fin de la première phase, on saura se positionner vraiment dans ce championnat.
Et puis la phase de retour, s'il faut qu'on aille jouer une montée, on l'a fait il y a quelques mois, on saura le refaire. On continue l'interview donc de l'Union Saumur-Douai Handball avec toi, Amaury, et on va parler maintenant de ce fameux documentaire. Et oui, la transition était toute trouvée juste avant la pause musicale. On reparlait de la saison passée et donc de la montée du club en pré-national. Ça nous amène au documentaire réalisé donc par Thomas. Alors, on va le faire. C'est son nom qui retrace la fin de saison dernière avec comme élément principal le match de la montée, entrecoupé d'interviews des coachs réalisés quelques semaines auparavant. Un documentaire qui est disponible sur la chaîne YouTube du club et qu'on vous conseille déjà d'aller voir. À la fin de l'émission, évidemment. Ouais. Et donc, du coup, je me tourne vers toi, Thomas. Déjà, comment est venue l'idée de réaliser ce documentaire? Alors, comment est venue l'idée? Déjà, j'aime bien faire de la vidéo. J'en fais un petit peu partout. J'avais envie de garder un souvenir de ce moment-là parce que déjà, on sait que dans un club amateur, c'est souvent, même dans les pros d'ailleurs, c'est souvent très cool une montée. Et donc pour la petite histoire, ça faisait 2 ans que je filmais un petit peu les matchs au club. Je voulais essayer de filmer une montée, etc. avec tous les matchs de la saison. Bon on n'a pas réussi à l'avoir plus tôt, mais justement cette année avec quelques images que j'ai pu tourner dans la saison, on a pu avoir cette montée. Et je voulais garder un souvenir aussi pour les joueuses, donc je trouvais ça plutôt cool. Ouais, tu disais c'est pas la première année où c'était vraiment t'es filmé, donc pas eu de documentaire quand il y a pas eu la montée. On s'est pas infligé cette douleur là. Ouais, malheureusement à la fin de l'année je déprimais un peu à chaque fois quoi. Enfin, je voulais pas filmer dans les matchs parce que je me suis dit j'étais dégoûté de la finalité, mais en soi je me suis dit que ça allait arriver et puis j'avais confiance en l'équipe, donc j'ai gardé les images. Ça pourra servir pour un autre documentaire plus tard, mais pour l'instant, c'est pas sorti. Pour une montée en national, pourquoi pas? Ah, peut-être cette année, peut-être. On va pas leur mettre de pression tout de suite. On sait qu'ils écoutent pour la plupart. On va revenir un petit peu sur la manière dont tu as fait ce documentaire. Donc, on part de cette idée initiale, mais derrière, comment on fait pour tourner? Quel choix on doit faire vraiment pour, à la fin, arriver à ce documentaire-là? Alors déjà c'est très compliqué quand on est un peu tout seul de faire un documentaire parce que il faut trouver un axe sur quoi on base le documentaire. Moi je voulais vraiment marquer les émotions sur la fin, la montée, la finalité, etc. Donc j'ai fait le choix de pas mettre tous les matchs de l'année et me fixer que sur les matchs les plus importants de la fin de saison. Donc on comprend bien que le plus important c'est, comme vous le verrez dans le documentaire si vous l'avez pas vu, un match contre Saint-James qui était plutôt intense. Et après j'ai axé sur forcément les 2 derniers matchs de la saison où il y avait un peu plus de pression. Pour les filles, pour valider la montée, l'accession. Donc c'est sur ça que je me suis basé pour faire mon documentaire. Et après, j'ai écrit quelques questions pour les coachs. Ouais, il faut rappeler quand même aux auditeurs que ce documentaire ne dure que 25 minutes. Donc ça se regarde très très bien. On est vite pris dans l'engouement. Enfin, je le disais en off et je le redis à l'antenne, c'est vraiment un super documentaire pour celles et ceux qui sont fans de documentaires sportifs ou de documentaires un peu à l'intérieur sport. Vous allez avoir vraiment ce genre de documentaire en face de vous, et donc avec de l'émotion. Alors après, je sais pas si c'est une valeur du club, mais vraiment, en fait, on est pris par cette émotion et par ce stress. On a l'impression d'être avec vous. Alors franchement, c'est un très très bon travail parce que t'arrives à faire à retranscrire ça aux personnes qui voient ce documentaire, donc c'est assez énorme quoi. Et qui pourtant sont étrangères au club complètement. Clairement. Ouais. Et transition, ceux qui sont étrangers au club, mais il y a aussi ceux qui sont concernés. Comment ça a été perçu par les joueuses directement ce documentaire? Je pense que j'ai jamais reçu autant d'amour. Non ouais, c'était super plaisant de. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans la finalité du documentaire, c'était le retour des joueuses, des joueurs qui sont licenciés, de tous les licenciés au club, des coachs. Vraiment, c'était un retour global qui était très agréable. Ça donne envie de continuer. Donc, franchement, tout le monde a super bien aimé ce moment, le fait de pouvoir avoir un souvenir surtout, parce que il y a certaines joueuses qui peut-être le revivront jamais, mais cette année, sûrement, j'espère que ça pourra se reproduire. J'ai une question pour Pierre-Elie du coup, parce que quand t'es coach et qu'on te demande de coacher avec le micro, en fait aussi d'avoir une caméra un peu sur toi, sur la rencontre, tout ça. Comment toi tu, en tant que coach aussi, on vient dans ta préparation d'avant-match, comment tu gères ça aussi, toi à ton échelle, Pierre-Elie? Alors en fait le micro, moi je l'ai complètement oublié. Thomas il me l'a installé et j'étais tellement focalisé sur le match et sur le discours d'avant-match aussi auquel j'ai beaucoup pensé. Pour trouver les bons mots, les mots justes, pour motiver, pour essayer d'évacuer aussi le stress des joueuses et le mien.
à ce moment-là. Et en fait, j'étais tellement concentré là-dessus que j'ai complètement oublié le micro et ça m'est revenu qu'à la fin en fait. Que ah oui, c'est vrai, il y avait le micro et du coup sur le coup, j'avais dit à Thomas, tu me feras écouter le discours, parce que je me rappelle même pas de ce que j'ai dit. Ouais. En plus Pirelli, du coup, je crois que c'était une semaine avant, tu m'avais dit que tu stressais déjà par rapport à ce discours, que tu le préparais depuis déjà pas mal de temps. Et donc c'est là que ça m'est venu l'idée de lui mettre, enfin je savais que j'allais lui mettre un micro, mais de pas le filmer. Donc en fait, au tout début, on voit que des images d'insert et on l'entend, on voit off. En fait, c'est parce que j'ai filmé la porte du vestiaire pour être très proche de ce que disait Pirelli, sans forcément le voir, et il savait pas que j'étais là, alors que j'enregistrais tout le dialogue. Je suis perdu. Oui, si, j'étais là à l'avant-première. Moi, donc j'ai eu cette chance-là de voir. On a parlé rapidement. Flo l'a dit, le mot émotion, c'est vraiment ressorti lors de cette avant-première. Comment, toi, lors de ton montage, t'as fait pour essayer de faire ressortir le plus ces émotions? Après, les joueuses elles m'ont beaucoup aidé parce qu'elles ont elles-mêmes eu des émotions facilement. Enfin, après la victoire, tout le monde a libéré ses émotions. Les coachs, c'est pareil, ils ont libéré leurs émotions. C'était des belles images faciles à capturer. Après, il y a beaucoup dans la musique, etc. Le dynamisme du montage, le fait qu'il y a beaucoup de plans où il y a des tirs ratés, etc. On voit un moment où c'est un peu plus dur et après on voit que c'est plus facile. Tout le monde est un peu pris dans le truc. Donc en fait, c'est venu naturellement. Puis vu que c'est quelque chose qui me passionnait, moi aussi ça m'a fait plaisir de l'écrire comme ça, quoi. C'est vrai que les musiques, moi je sais que je crois que je te l'ai déjà dit avant, mais ça m'a particulièrement marqué dans le documentaire. C'était long à choisir. Par contre, ça c'était j'imagine une très grosse partie. Ouais. D'ailleurs, ça me vient comme ça. Ça t'a pris combien de temps, si tu dois estimer? Officiellement en montage, je dis entre 30 et 35 heures, mais je pense qu'on est plus sur du 40 heures parce que je comptais pas tous les petits à côté que je faisais, les petits bouts de nuit aussi que je passais dessus. Je passais pas aussi, je comptais pas le moment des recherches des chansons, ce genre de choses. Enfin bref, c'était un gros taf, mais je l'ai pas vu passer, c'était tellement prenant, donc voilà, une quarantaine d'heures on peut dire. Entre le temps devant la barre de montage et tout ce qui est tous les petits à côté, finalement il y a peut-être une grosse différence aussi. Est-ce qu'il y aura une suite du coup c'est pas moi, faut poser la question, hein. On verra. On met la pression sur Pirelli. En partie quand même. Non, moi je vais pas mettre de pression, mais je sais qu'il y a des joueuses qui m'écoutent et c'est elles qui font le truc. Mais après, est-ce que toi t'as des idées d'autres documentaires, toi de ton côté, personnellement aussi, sans faire forcément sur l'USDH? Ouais, j'ai quelques idées qui me viennent en tête, des petits projets par-ci par-là. Je balance des idées comme ça, mais pour les cours, je sais que je vais peut-être faire un projet avec Amandine Brossier, donc voilà. Bien. Donc ça viendra prochainement. Peut-être que je reviendrai pour en parler, on verra. Bah ouais, exactement, c'est clair. Exactement. Si tu peux nous ramener Amandine Brossier en invité. Non, mais toi, déjà, il est là pour nous parler de son documentaire. Ce serait déjà très bien et assez énorme en tout cas. On parlait du discours de Pirelli au début du doc. Quand tu fais ton discours, on t'a oublié le micro. Dans le documentaire, tu parles de tes études aussi. Est-ce que tu t'es appuyé sur tes études, sur ta base d'études de psychologie pour aussi parler de ce discours, pour aussi détendre l'atmosphère et de faire en sorte que ce moment soit assez simple aussi pour les filles, quoi. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose que j'utilise un peu naturellement tout le temps en fait dans mon taf. Les études de psycho, c'est un peu compliqué à illustrer, mais c'est quelque chose qui est en filigrane, vraiment. Et puis après, je me suis aussi je me suis inspiré de discours d'autres coachs. J'ai cherché sur YouTube avec un pote. Je me suis aussi beaucoup inspiré de la série Ted Lasso. Oui, c'est vrai. Je me suis beaucoup inspiré de Ted Lasso parce que j'adhère vraiment à son état d'esprit, sa philosophie. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal d'avoir Ted Lasso comme référence en tout cas. Et est-ce que le documentaire peut être amené à être diffusé autre part que sur YouTube ou pour l'instant c'est pas encore possible? Alors dans l'idée c'était prévu, donc j'avais des pistes avec Angers Télé, etc. Facilement c'est pas fait par concours de circonstances, mais pourquoi pas à l'avenir déjà avec la suite des événements faire autre chose. Mais avec ce documentaire là je pense que c'était vraiment une première étape, un petit test donc sur YouTube dans un premier temps, mais par la suite on verra. On verra bien comment ça va aussi marcher sur les réseaux sociaux. C'est ça. Parfois, par concours de circonstances, ça se fait pas, mais au final, quand on voit l'engouement qui peut être pris sur les réseaux sociaux, ou ça peut parfois débloquer certaines portes et certaines situations. En tout cas, comme dirait Paga, on te le souhaite, quoi.
Eh bien, je sais pas si c'était voulu, mais tu m'as offert une transition en parlant des réseaux sociaux. Le club, il y a aussi un lien avec le documentaire, on sait, est très actif en termes de communication depuis maintenant quelques années. Thomas, tu en es aussi à l'origine. Des compliments ce soir, j'ai de la chance. Pour donner quelques chiffres, le club a plus de 15 500 abonnés sur TikTok, presque, j'ai plus les chiffres exactement devant moi, presque 1000 abonnés, je crois, sur Instagram. Et on a fait des vidéos à plus de 5 millions de vues sur TikTok. Pourquoi cet investissement, on va dire, dans la communication au sein du club, et tout ça depuis maintenant quelques années? Pourquoi c'est compliqué comme question, mais déjà au début c'était un peu mon laboratoire en fait. Enfin, j'étais tout seul dessus, je me suis dit pourquoi pas me lancer, tester, etc. Et au fur et à mesure, du coup ça vient avec mes études, avec ce que je vais faire plus tard. Donc en fait, je me suis un petit peu lâché, j'ai fait un peu ce qui me faisait plaisir, et puis entre guillemets c'est un peu devenu mon bébé. Du coup maintenant j'ai pas le choix, je suis obligé de continuer. Et je pense que c'est très dur maintenant d'arrêter du jour au lendemain en vrai. Et c'est quelque chose de plutôt important qu'on a fait avec, parce que du coup je suis pas tout seul, je dis mais je suis pas tout seul dans l'équipe, et on aimerait bien que ça perdure parce qu'on est fiers d'avoir fait ça avec un club amateur, quoi. En parlant de club amateur, j'ai eu une discussion avec toi il y a quelques temps, Pierre-Elie, où tu me parlais de communication pro dans un club amateur. C'est des mots qui... Ouais, clairement. Clairement. Le travail que fait Thomas et Simon aussi avec Insta, etc. Le travail qui est fait, pour moi, il est vraiment d'une qualité qu'on peut pas, enfin qu'on ne retrouve pas en tout cas dans le monde amateur. En tout cas, j'en ai pas vu autre part, et il est trop modeste pour le dire, mais il y a certains de ces concepts qui ont été repris par d'autres sports ou par des clubs pro ou par d'autres clubs, ou même qui ont été félicités par les CM de la Fédé, etc. Il a fait rayonner notre club, notre petit club, notre petit club régional. Il le fait rayonner par son travail, et on est tous fiers du travail qu'il fait. Et... c'est trop de compliments pour moi là, c'est ça. Non mais après, est-ce que aussi Pierre-Elie, je vais peut-être dire une bêtise, mais ce genre de travail aussi peut toi t'aider aussi d'un autre côté pour développer le club, et pour aussi à l'avenir, si il y a d'autres montées, de se dire voilà, sur les réseaux sociaux il y a ce genre de choses, on est capable de vous faire rayonner, de mettre votre image en avant. Est-ce que tu penses que ça peut apporter aussi ça? Ah oui, clairement. Oui, clairement. Là, tu vois, on a dans le projet de se fournir une caméra autonome qui filme les matchs. Avec la communication qu'on a sur les réseaux, le but du jeu c'est de rayonner, d'attirer du monde, et de faire déjà parler de notre sport, notre territoire aussi. Mmh. Et donc si à terme on pouvait avoir quelques matchs rediffusés, etc. sur une chaîne Twitch ou autre, ou YouTube. Rien que déjà pour nos licenciés, leurs familles qui peuvent pas être là, etc. Et puis en fait faire parler de nous, quoi. Je pense que c'est toujours mieux. C'est valorisant. C'est valorisant. Puis même pour toi dans ton travail, te servir de la vidéo pour retravailler un peu ce que t'as mis en place le week-end. Et pour l'instant les autres matchs sont. Toi tu parlais d'une joueuse ce week-end ou lors de ton prochain match qui va mettre beaucoup de buts, mais tu sais pas encore quel type de joueuse c'est. Est-ce que les matchs sont diffusés ou pas encore? Pas du tout sur les réseaux, ou c'est difficile d'avoir des images? Alors moi, tous les matchs qu'on fait, je les filme. Je les fais filmer. J'ai tous les matchs de la saison dernière quasiment. Là, j'ai tous les matchs du début de saison. C'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas toujours du monde qui est dispo pour filmer. D'où l'achat de cette caméra autonome qui pourrait grandement nous aider. Il y a une application sur le site de la Fédé qui s'appelle Rematch, où des gens spectateurs en fait filment des bouts de match et les mettent, et en fait on peut voir des petits bouts de match de temps en temps, mais sinon il y a pas moyen de trouver à part événements du style l'année dernière quand on a été à Laval, où c'était le gros événement du club et ils ont filmé, ils ont mis ça sur les réseaux, mais sinon il n'y a pas de match trouvable sur internet. Et pourquoi pas le sport amateur en fait. Ouais. De plus en plus de clubs. Je sais que ça c'est en dehors du département, même de la région, mais je sais que le Tour FC qui joue maintenant en R3 ou en R2 commentent leurs matchs pour leurs réseaux sociaux. Ils ont un commentateur qui suit l'équipe et qui va commenter les matchs. Donc je vois ton œil et ton sourire. Peut-être qu'à l'avenir ça sera une idée aussi pour le club en tout cas. C'est dans les cartons déjà. Dans les cartons, Amaury va nous commenter les matchs, c'est ça? C'est une idée possible pour la suite. Voilà. Amaury au micro. Voilà.
Est-ce qu'on a d'autres questions on pourrait rester pendant des heures pour parler de ce documentaire, mais aussi du club, parce que c'est vraiment passionnant en tout cas de parler de l'USDH. On va aller très rapidement après sur les quelques autres sujets. Genre une question pour toi Thomas, qui est aussi joueur en Senior 1. Ce début de saison chez les gars, il est pas aussi bon que chez les filles. 2 matchs nuls, 3 défaites. Alors là, l'objectif c'est clairement le maintien. Ouais, clairement, c'est le maintien. Après, faut aussi rappeler qu'on revient d'une division d'en dessous. Enfin, on était en Honor Région l'année dernière. Là, on vient de monter en Excellence Région. C'est la deuxième saison qu'on évolue avec un nouveau coach. Donc, c'est aussi difficile, des conditions qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir, avec une équipe nouvelle, avec de nouveaux joueurs, des joueurs plus jeunes. Donc, ouais, l'objectif, clairement, le maintien. Donc, on va essayer de tout faire pour et voilà, quoi. On va essayer de se maintenir au mieux, quoi. Et l'absence d'un joueur aussi qui nous a bien aidé la saison dernière. Je suis parlé de toi, Maurice, là. Non. J'allais poser la question de savoir aussi, je voudrais avoir le point de vue d'Amaury sur la saison Je parlais d'un certain demi-centre, Théo, qui s'est fait les croisés au dernier match de saison dernière et qui nous mettait 10 buts par match. Ça peut aider. Forcément. Ça peut aider dans le balle. On enchaîne, je pense, plutôt avec toi, Pierre-Elie. On a une académie jeune qui a été créée maintenant, j'ai plus les années, peut-être 2 ans, je sais pas exactement. Est-ce que tu veux nous en parler, passer un petit mot dessus? Oui, alors c'est assez simple, hein. C'est une 3e séance de perfectionnement pour tous nos jeunes à potentiel sur lesquels on veut miser, et tous ceux aussi qui sont intéressés pour progresser davantage au-delà de leurs 2 séances semaine. Donc c'est la 3e saison qu'on met ça en place. On commence vraiment à en voir les fruits. On a des jeunes qui ont pu progresser correctement. Ça fait plaisir de voir ça. Donc pour l'instant ça marche. On va voir après. Comme je disais tout à l'heure, on a toujours les difficultés de créneau, de salle. Donc est-ce qu'on va réussir à le maintenir, ce 3e créneau pour nos jeunes? Je suis pas sûr. On verra si les municipalités veulent bien nous aider. Voilà. On peut faire passer des messages dans l'émission. On n'arrive pas toujours à concrétiser, mais je sais que chaque club qui vient passe son petit message. Donc s'il y a des messages à passer, faut y aller, faut pas hésiter. Et puis je pense que ça va être pour terminer, vu qu'il faut faire vite. On a le temps. Franchement, après, si on réduit l'actu internationale, mais place à l'actu locale. On va aller dans ce cas-là sur 2 projets. Il y en a un qui est concrétisé depuis quelques années, l'autre qui va peut-être se concrétiser. Le handfit et le handfauteuil, 2 manières de pratiquer le handball totalement différentes, mais qui sont et vont normalement être mises en place au sein du club. Thomas, Pierre-Elie, je sais pas qui veut en parler en premier. Bon, je te laisse parler pour l'handfit, Pierre-Elie, si tu veux. Ouais, notre section handfit qui se développe cette année, on a ouvert notre deuxième créneau, donc un créneau à Douai. On avait déjà un créneau à Saumur. C'est toujours un moment agréable pour les gens qui sont là, et c'est même agréable d'aller les voir sur leurs séances. Alors, en quoi ça consiste du coup? Alors c'est compliqué à dire. C'est du sport santé autour du handball. Donc ils font pas forcément du handball. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait leur premier match en fin d'entraînement il y a 2 semaines. C'est du jeu, du renfort, beaucoup de proprioception. Donc voilà, c'est vraiment axé autour du sport santé, comme on peut retrouver dans beaucoup de sports en fait. Oui. Mais donc avec un ballon dans les mains régulièrement quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est pas que du hand, quoi. Ils font des fois des matchs de basket avec une balle de tennis. Ils font des matchs de foot avec un ballon de rugby, des choses comme ça. Voilà. Ouais, mais c'est une autre manière de travailler aussi, ouais. C'est clair. Et donc toi, Thomas, plutôt dans ce cas-là sur le hand fauteuil, qui est là plutôt un projet à venir pour le club. Ouais, justement cette semaine ou la semaine dernière, on a eu une réunion pour parler de ça, former les équipes, etc. Donc c'est une pratique qui est pas encore ouverte au club, et on aimerait bien que c'est compliqué à dire, se concrétise pour la rentrée. Donc en quoi ça consiste? C'est des personnes qui sont en fauteuil roulant tout simplement, donc valides ou non valides, et qui font du handball. Voilà. Donc j'essaie de simplifier l'expérience, mais en soi c'est quelque chose qu'on a envie d'ouvrir au club parce que on veut inclure un maximum de personnes dans l'aventure. Donc on a besoin de partenaires, donc si jamais faut faire passer des messages. Il faut toujours faire passer des messages. Quelque chose qui a peu dans la région, dans le département. Clairement. Je sais qu'il y a les Ponts de C, je sais pas s'il y a vraiment d'autres clubs dans le département. Non, dans le département. Donc et puis c'est la dernière offre de pratique qui nous manque, avec le beach hand aussi qu'on va pouvoir. Mais c'est les 2 dernières
Donc au club après on aura la possibilité de proposer toutes les offres de pratique proposées par la Fédération française de hand. Donc et ça nous tient à cœur parce que ça fait 2 saisons où on en parle, où on fait des initiations, il y a des clubs qui viennent jouer chez nous pour nous faire découvrir ça et on espère vraiment qu'on va réussir à la monter cette équipe. Clairement. J'ai une dernière question sur l'ensemble du handball. On la pose à chaque fois qu'un club vient dans l'émission, mais après on est en post Paris 2024. Est-ce que de votre côté, à l'USDH, est-ce que vous avez vu un petit engouement en handball quand même, malgré les résultats de l'équipe de France forcément, mais est-ce qu'il y a eu un engouement licence quand même? Alors c'est compliqué à dire par rapport aux JO parce que nous, comme je te disais tout à l'heure, on a notre gros tournoi des écoles en fin d'année qui nous ramène énormément d'enfants tous les ans. On n'en a pas eu, cette année on en a quand même un petit peu plus, un petit peu plus d'enfants qui sont arrivés. Des enfants qui ont découvert le hand aussi à la télé pendant les JO. Et au niveau du comité, parce que je suis aussi au comité, au niveau du comité, on est à date, on est à plus de 400 licenciés par rapport à l'année dernière. Donc c'est quasiment un club de plus quoi. Donc c'est même plus d'un club de plus. Donc il y a un bel engouement là-dessus, ouais. Bon, c'est un message adressé à nos politiques. S'ils avaient pu baisser un autre budget que le sport il y a quelques semaines, voilà, malheureusement, on sort de Paris 2024, il y a beaucoup de licenciés, de personnes qui vont dans les clubs, mais si on vient pas aider ces clubs-là aussi à se développer, voilà. Donc un petit message à nos politiques, que ce soit sur Angers ou même sur Douai, Saumur ou partout en France, ça sera le même problème, je pense, dans beaucoup de clubs. Il faut aider ces clubs à se développer parce que après sinon on oblige ces clubs-là à aller chercher aussi de l'argent ailleurs avec des sponsors. Et donc heureusement qu'il y a ces personnes-là, ces mécènes aussi qui viennent apporter de l'argent pour les clubs, mais ce serait bien que les municipalités reprennent un peu leur rôle et viennent aider aussi ces clubs à se développer au sein de leur structure et au sein de leur ville, leur village ou partout en France. En tout cas, merci les garçons d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'accueil. On était ravis de parler de ce documentaire. C'est vrai que Amaury nous en avait parlé il y a quelques semaines déjà de ce documentaire et j'avoue qu'on n'a pas été déçus après l'avoir visionné en tout cas et d'avoir vu ces images. Je le répète, qui sont très très belle. Voilà, il va à 21h si vous voulez, on va vous mettre le lien sur les réseaux sociaux, on va trouver un moyen de vous l'envoyer ou vous allez sur la page YouTube donc de l'USDH. Vous allez voir ce documentaire et si vous voulez comme ça à la mi-temps, enfin vous même vous pourrez reprendre le match du Paris Saint-Germain parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le suivre. Voilà, comme ça vous avez vu le documentaire avant, vous avez vu un beau documentaire et vous verrez la deuxième mi-temps du foot. Donc vraiment, s'il y a un choix à faire, d'abord le documentaire et après le Paris Saint-Germain. Amaury, toi c'est le documentaire que tu prendras. Oui, évidemment. Voilà.